Aujourd'hui, comme je disais, je reçois mon ami et associé Laurent Bouty. Et comme il disait, voilà, salut Thibaut, ça fait un moment que j'essaie de l'avoir. Et voilà, Laurent et moi, on n'est pas sur les mêmes biorhythmes et en niveau organisation, c'est compliqué aussi. Et donc voilà, c'est une première. Je suis très content de te recevoir, Laurent. Merci. Ouais. Et donc voilà, avec Laurent et Stéphane, on a fondé l'agence de Beyonders. Et Laurent est spécialisé dans tout ce qui est stratégie et notamment modèle, modèle d'affaires. Alors le match de foot, c'est pas un match de foot, c'est un jeu vidéo. Euh, voilà, il y a une console qui tourne derrière. Tu essaies d'avoir ton associé, c'est moche. De l'avoir sur le plateau d'abord. Et donc voilà. Et donc, comme Laurent étudie pas mal et pratique les modèles d'affaires, les business models, euh, je voulais qu'on vienne en parler. Notamment, Laurent s'occupe de toute une partie durabilité dans l'agence. Et à ce niveau-là, il étudie et regarde en quoi les modèles d'affaires peuvent être une bonne ou une mauvaise influence. Donc, voilà, c'est de tout ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais on va prendre les choses. Salut nos axes. On va prendre quid du bonnet. J'ai laissé tomber le bonnet. Tiens, aujourd'hui, ça fait une petite semaine là que j'ai plus de bonnet. Fait trop froid. Enfin, fait trop chaud. Fait pas assez froid. Alors, d'abord, Laurent, est-ce que tu peux te présenter? Après, ensuite, on va essayer de comprendre c'est quoi un modèle d'affaires. Mais est-ce que tu peux te présenter? Alors, me présenter. Tu veux la version courte ou la version La, longue? ver- la version que tu préfères. Ok. Donc, je suis Laurent, j'ai 50 ans, je suis bruxellois, je suis le heureux papa de trois garçons, dont le troisième est toujours en train d'essayer de s'endormir. Donc, c'est ça qui met un peu une tension psychologique dans les émissions du mardi soir de chez Raph. Et le nickname du troisième est Flash, parce qu'il va dans tous les sens. Et donc, ça, c'est une private joke entre Raph et moi. Alors, j'ai un background, je suis ingénieur civil, donc j'aime bien les chiffres, j'aime bien les maths, j'aime bien quand c'est cadré dans cet environnement-là. Donc, je pars de là. J'ai commencé dans l'IT, dans les systèmes d'information géographique, puis j'ai très vite migré dans les télécoms où j'ai connu les 30 glorieuses, en gros, hein, si on devait les appeler comme ça. Le troisième jour, quand je suis rentré chez Proximus, j'étais dans la rue en train de voir mon CEO jouer de la guitare et disant We are a family. Et on buvait du champagne au team building. Donc c'était une grande époque. Après, j'ai eu l'opportunité dans différents programmes internationaux, d'aller travailler en Égypte. Et j'ai également travaillé dans les télécoms en Algérie pendant 4 ans comme responsable du marketing et du commercial. Donc, ça m'a permis de bien maîtriser finalement les offres de valeur, les propositions de valeur et les offres commerciales, d'où le lien avec le business model. Et par après, en revenant dans notre plat pays, j'ai eu l'occasion de travailler dans une agence d'innovation de Customer Centricity et puis euh, de me lancer dans la grande aventure avec Raph et Stephen, qui est de Beyonders. À côté de ça, j'ai une espèce de passion cachée ou plus trop cachée et qui était d'être un peu académique. Donc, j'ai commencé comme assistant à la Solvay Bruxelles School et puis j'ai fait mes années. Je suis devenu professeur en stratégie corporate governance au Vietnam. Puis après, j'ai eu l'opportunité de diriger des Advanced Masters en innovation et en entrepreneuriat, en marketing et créativité. Et j'enseigne l'innovation, la stratégie marketing. Et alors, pour faire le lien avec la sustainability, j'étais un peu un imposteur en sustainability en tant que tel parce que je ne viens pas de là. Je viens plutôt des business models et stratégies d'entreprise et commerciales. Et je me suis intéressé dans la même dynamique que nous étions chez The Beyonders. Je me suis intéressé à l'élément de la sustainability dans les business models et comment ça peut s'intégrer dans une stratégie d'entreprise. Ok, alors, tout d'abord, c'est quoi un business model ou un modèle d'affaires? Comment est-ce qu'on Oui, peut décrire on va ça utiliser pour... beaucoup de terminologie anglo-saxonne parce que c'est difficile des fois de traduire en français puisqu'on est souvent confronté de le dire en anglais. Donc, je voudrais m'excuser, ce n'est pas un effet Jean-Claude Van Damme qui est un vrai effet Chérard, mais qui n'est pas chez moi un effet réel.
Et donc, je vais essayer d'expliquer de manière assez simple. Un business model, c'est en fait une schématisation, une description assez simple de comment une entreprise opère et crée de la valeur. C'est-à-dire créer de la valeur et capture de la valeur, parce que, in fine, on a cette réalité économique qui existe et qui doit être décrite. Alors, quand on parle de business model, on se réfère souvent à la référence aujourd'hui qui est le business model Canva ou l'exercice qui a été fait par Alex Osterwalder et Pigneur, qui sont des chercheurs universitaires de Lausanne, à la Lausanne Business School, et qui ont écrit un livre qui est un livre assez de référence, qui s'appelle Business Model Canva, Business Model Generation. Et dans ce livre, finalement, le Business Model Canva est un schéma sur une page qui contient 9 cases. Dans ces 9 cases, on peut finalement, sur la partie, si vous ne la visualisez pas, on ne la voit pas, mais on pourrait peut-être essayer de la projeter un moment ou deux. On va voir comment on va faire. Allô, la technique, est-ce que vous Allô, savez nous la mettre le business model technique. Canva en Oui, live? ça je vais faire. Un challenge. Je vais faire. Je vais, toutes choses étant égales, essayer de vous l'expliquer sans que vous voyez l'image. Ça va être un challenge. Euh, il y a une partie qui est liée au marché et donc comment nous sommes capables de convaincre, de séduire des clients, consommateurs, acheteurs par rapport aux propositions qu'on leur fait. Donc, ça, c'est la partie desirability, la partie qui est liée à l'activité externe de l'entreprise. Et là-dedans, il y a trois cases principales, les segments de clients, ce qu'on appelle customer segment, la relation que l'entreprise a avec le client, la partie des canaux, les canaux de distribution, et puis une partie centrale qui sont les propositions de valeur, finalement, ce pourquoi les clients Hop là. ou les Et voilà. consommateurs, très beau. Ah, bravo la technique. Ce sont les propositions de valeur, les value propositions, qui sont finalement ce que les gens Voilà. payent ou Et achètent donc, réellement chez une ça, entreprise. c'est le modèle qui a été créé par ces Suisses dans l'ouvrage Business Model Generation et qui est un modèle pour simplifier. Salut Véa, ça va? Qui est un modèle pour simplifier la représentation d'un modèle d'affaires. Et donc, les Tout à segments fait. que Laurent évoque sont à droite de l'écran. Les Ouais. canaux sont juste à gauche des segments. Enfin voilà, vas-y Laurent. Voilà. Non, non, voilà. Et donc, ça, c'est ce qu'on appelle la désirabilité de votre business model. C'est à quel point votre modèle est attractif pour le marché et à quel point il attire des clients. Sur la partie de gauche, c'est la partie opérationnelle, donc c'est la partie interne à l'entreprise. On peut identifier trois éléments clés, les activités que vous faites, hein, finalement, comment vous vous organisez en interne pour faire fonctionner votre boîte. Donc, c'est vos processus, si on devait les résumer. Vos ressources, qui peuvent être des ressources humaines ou des ressources matérielles. Donc, c'est ce que vous mettez en place, c'est vos investissements, finalement, hein, ce que vous mettez en place. Et puis, vos partenaires. Et les partenaires sont aujourd'hui quelque chose qui est de plus en plus important dans un modèle d'opération parce qu'on a de plus en plus dur à faire tout soi-même et on s'appuie sur des partenaires, ce qu'on appelle des key partners. Et alors en dessous, donc la partie de gauche, c'est plutôt la partie qui illustre la faisabilité de votre modèle économique. Donc est-ce qu'il est faisable? Est-ce que vous arrivez à opérer pour le faire? Et en dessous, finalement, la dernière partie qui concerne la partie de la viabilité. Est-ce que votre business model est viable? En fait, est-ce qu'il est profitable? Le terme est un peu dur, mais est-ce qu'il permet de économiquement vivre? Et là-dessus, vous avez deux éléments, les revenus et les coûts. Et donc, quand on arrive à schématiser ou à visualiser un business model d'une entreprise, on permet de le voir sur cette page. On n'a pas besoin de 50 pages de documents pour le décrire. Et ça permet très vite de comprendre où l'argent vient, où l'argent va, quelles sont les propositions de valeur, comment ça va fonctionner et finalement, quel est le modèle économique qui est derrière. Ça, c'est un business model. Et donc, en fait, c'est toute la façon, ouais, ok, donc c'est la façon dont l'entreprise, comme tu résumais très bien au départ, en fait, comme l'entreprise crée de la valeur et la capture. Euh, Tout à et, fait. ok. Et donc, bah, écoute, voilà, donc je ne sais pas si jamais vous avez des questions sur le business model, n'hésitez pas hein, à les mettre dans le chat. Et donc, ça, c'est la base. Et comment est-ce qu'on arrive à... Pourquoi certains sont toxiques et pourquoi certains peuvent être vertueux et pousser donc la transition dans le bon sens. Donc ça déjà, Ouais. qu'est-ce qui fait que Alors, peut-être, ouais. Peut-être il faut.
il faut recadrer ce qu'on entend par toxique parce que c'est un mot qui est un peu dur et ce qui est toxique pour toi n'est peut-être pas toxique pour quelqu'un d'autre. Donc c'est important. En fait, c'est important de remettre aussi la sustainability dans ce côté un peu historique. Euh, Au départ, quand tu as eu des premières réflexions sur la sustainability, et je regarde les dates pour être sûr de ne pas me tromper, parce que des fois je me trompe, mais dans les années 1900, les entreprises étaient déjà un peu conscientes du monde qui était autour d'elles. Et donc, pour se donner bonne conscience et aussi pour faire de l'évasion fiscale, ne nous cachons pas, elles créaient des fondations. Et donc, dans le fin du 19e siècle, début du 20e, les entreprises créaient des fondations pour peut-être redistribuer un peu de la valeur qu'ils avaient gagnée. Et ça, c'est un premier élément. Puis après, dans les années 60, on s'est rendu compte que le monde était un peu plus compliqué que ce qu'on pensait, qu'il avait des limites. On a découvert la finitude du monde, hein, et comme on dit souvent, il n'y a qu'un économiste ou un fou qui pense que on peut avoir une croissance infinie dans un monde fini. Et donc, ils se sont rendus compte de ça. Et donc, ils se sont dit, il faut être un peu responsable, il faut arrêter de déconner, il faut arrêter de faire n'importe quoi. Et donc, on pourrait peut-être déjà mettre une notion de toxicité par rapport à la limite de la planète et de voir ce que ça veut dire là-dessus. Et une partie aussi responsabilité. Après, on a les, les, les grands de ce monde se sont réunis, ont encore réfléchi, et puis ils se sont dit, finalement, les années 90, ouais, c'est pas les gouvernements qui font les problèmes, c'est les entreprises qui polluent, et donc il faudrait arrêter que les entreprises polluent, créent des problèmes, en tout cas créer des impacts, et on va en discuter un peu après, sur le monde qui nous entoure. Et puis finalement, ils se sont dit, ben finalement, au lieu de punir les entreprises, on va peut-être dans les années 2000, et c'est aussi après les accords de Paris, c'est pas les gouvernements qui vont faire des régulations qui vont punir les entreprises, mais c'est peut-être les entreprises qui, par elles-mêmes, pourraient contribuer à résoudre les problèmes que l'on a. Ok. Et donc, ça voudrait dire que si on reprend le business model et qu'on prend la notion de toxicité ou autre, on pourrait dire que quand on opère comme une entreprise, on a soit un impact positif sur le monde qui nous entoure, soit on a un impact négatif sur le monde qui nous entoure. Okay. Et si nous n'avons que des impacts négatifs et que rien n'est fait, mais on dégrade l'environnement, qui n'est pas simplement l'environnement de, de la biosphère, mais qui peut être aussi les gens. Hein. Donc on met les gens en esclavage, on les réduit dans un état servile où on les rend malades. Et puis la biosphère ou la planète où on peut également créer des impacts autour. A contrario, si on a un business model ou une activité d'entreprise qui a des impacts positifs, à ce moment-là, je ressors à la fin de mes opérations en ayant amélioré le monde qui m'entoure. Ouais. Ça, c'est un peu la différence. Alors après, on va pouvoir zoomer, hein, mais c'est cette notion. Et on appelle ça en termes techniques un peu matérialité, materialities. Et ces matérialités sont en fait la description des impacts que l'on pourrait avoir, soit négatifs ou soit positifs en tant qu'entreprise. Alors VA dit je suis d'accord, mais on est toujours dans des soirées manager de l'année. On met l'ego en avant, pas du tout la réflexion qu'on a ce soir. 720p avec quelquefois trop pour moi. Ok. Je ne sais rien faire du tout là-dessus parce que c'est comme d'habitude pour le signal. Et donc voilà, oui, mais écoute, oui, voilà, effectivement, donc VR, je reprends la remarque de VR. Je suis d'accord, mais on met dans des soirées manager de l'année, on met l'ego en avant, pas du tout la réflexion qu'on a ce soir. Donc on Ouais. ne prend jamais Alors le après, manager durable de l'année, mais on prend le manager. alors c'est intéressant parce que avait raison, on est toujours dans de l'alpha mâle, hein. Enfin pas partout et pas pour toutes les entreprises et il faut aussi peut-être dissocier ce que les médias ont montré par rapport à ce qui se passe dans la réalité, parce qu'il y a beaucoup d'exemples d'entreprises qui sont peut-être moins médiatiques mais qui travaillent dans un sens positif. Euh, mais ici, il faut recadrer l'entreprise aujourd'hui a une réalité économique qui est une vraie vérité. Et on rajoute la dimension de sustainability
en anglais on dirait on top of, au-dessus ou en plus de l'activité économique. Mais l'activité économique reste aujourd'hui le critère primaire de réussite ou pas et de problème ou pas d'une entreprise. On est rarement en faillite parce que son bilan CO2 est mauvais. On est certainement en faillite si son compte en banque est mal géré. Et donc, on reste dans un paradigme aujourd'hui qui est encore un paradigme où l'économique prime sur le reste. Toutefois, on est dans une période et un monde de transition, et c'est intéressant de voir quand même que même ceux qui sont les économistes de ce monde, hein, on en parlera de BlackRock ou des choses pareilles, qui ne sont pas des gentils, hein, donc c'est plutôt des gens qu'on pourrait connoter comme des gros vilains, se rendent compte que s'ils veulent rester gros vilains, il faut quand même garder la planète. Parce que s'il n'y a plus la planète, ben, il n'y a plus de gros vilains. Et à ce moment... donc voilà, à moins qu'on trouve une autre planète pour se dire, eh ben, on a tout bazardé, on se casse. Et donc c'est aussi pour ça que la conquête spatiale est peut-être aussi mise en avant, et pour d'autres raisons philosophiques. Mais aujourd'hui, il faut essayer d'adresser la problématique de sustainability en acceptant la contrainte économique. Ça serait utopique de voir le faire sans prendre en compte la contrainte économique. Sauf pour les gros vilains survivalistes dans leur bunker. Oui, mais non, parce que c'est quand même un plan d'échec. Si tu te retrouves tout seul dans ton bunker, tu te fais quand même un tout petit peu chier. Donc c'est juste une façon de ne pas mourir, mais c'est une vue à très court terme. C'est juste pour mourir après les Ouais, autres. Mais c'est pour tout mourir à quand fait. même. Donc, alors ouais, les autres planètes, enfin moi j'aime beaucoup en plus la conquête spatiale et c'est un vieux rêve, mais comme dirait, c'est qui disait, je crois que c'est Michel-Ange qui disait SpaceX en fait c'est le plus gros Ponzi scheme de l'histoire de l'humanité en fait, hein. Tu vois, où tu achètes des avions et puis quand tu sors de l'avion, tu peux monter dans une fusée. Et en fait, c'est le truc où tu sors devant, tu sors avec de l'argent et tous les gens qui rentrent dedans le perdent à terme. Les gros vilains pensent à très court terme. Oui, mais ça c'est très occidental comme vision de gros vilain parce que les Chinois qui sont pourtant assez fins et c'est pas vraiment dans la notion de bien et de mal est pas vraiment la même. Il y a un proverbe qui dit à quoi ça sert d'avoir le pouvoir si c'est pas pour vivre longtemps pour en profiter. Et donc c'est vrai qu'aujourd'hui ils pensent à très court terme, mais là je pense qu'on commence à arriver aux limites du court-termisme. C'est-à-dire que maintenant le long terme Non, mais il est faut aussi tellement remettre proche ça. qu'il te revient dans la gueule, quoi. Il faut remettre ça peut-être aussi, si on fait un peu d'économie, il faut se poser la question pourquoi le capitalisme est si fort anglo-saxon, et ça revient à la religion protestante, ou en religion protestante qui est quand même fortement présent dans le catholicisme américain, qui est plutôt influencé par le protestantisme ou anglo-saxon. On gagne son paradis en étant riche sur terre. C'est pour ça que les Hollandais et les Américains sont forts commerçants. Et donc dans cette logique-là, et si on se revient, parce que Mathéus a fait son live, et si on voit un peu celle qui était la conseillère spirituelle de Trump, qui a fait ces fameux vidéos, elle tapait, Paula elle White, était pas, ça Paula a été White, le gimmick de ces élections sur Twitch. On se repassait ça avec Eminem, avec voilà. le soundtrack d'Eminem. On s'est repassé ça Voilà. pendant toute la Donc ça se fait, semaine. mais quelque part là derrière, et il faut loin de là sous-estimer cette importance, cette présence philosophique derrière l'économie. Et donc, en économie, et spécialement protestante et anglo-saxonne, on gagne son futur en réussissant ici-bas. Donc, réussir est quelque chose de très important. Et donc, c'est intéressant parce que ma vie ici-bas, en Belgique, c'est 81,8 ans d'espérance de vie. Je le sais pourquoi, parce que hier, j'ai fait des calculs sur les chiffres Sciences Sanofi, juste pour le fun, pour avoir une idée si la mortalité avait un impact sur l'espérance de vie. C'est aussi un autre débat, mais on va pas tomber là-dedans dans le Covid, mais c'est un super débat. Euh, et euh, et comment dire. Et donc, si je pense sustainability, je suis plus que probablement dans une échelle de temps qui est plus longue que 80 ans. Je veux dire, on est dans des échelles de temps longues, quoi. Voilà. Donc, on va chercher dans le temps, alors que moi, mon intérêt à moi, c'est d'être riche tout de suite.
Et Voilà. donc, C'est ce qui drive un peu la finance, et c'est comme ça que ça fonctionne. oui, oui, tout à fait. Mais là, là c'est carrément. Enfin, quand on entend que dans des grosses boîtes de paiement, de solutions de paiement, leurs bilans sont faits à la semaine, et donc en gros, leur vision, c'est à une semaine, tu te rends compte que. Coucou Marianne! Coucou, coucou! Et donc, effectivement, tu te rends compte que leur perspective est hyper courte, évidemment. Ouais. Mais alors, allons, si tu veux, je vais pousser l'élément plus tard. Est-ce que la finance, avec tous ses travers, peut sauver la planète? C'est intéressant comme question, Ah, parce c'est une vraie qu'aujourd'hui, on a bonne question. l'impression que c'est la finance qui va tuer la planète, et là, on peut se poser, est-ce que c'est la finance qui peut sauver la planète? Parce que c'est la même, finalement, qui a peut-être le doigt sur la cachette ou qui peut réorienter le fusil et tirer à droite et à gauche. Alors, là-dedans, on se rend compte que les matérialités, donc c'est-à-dire les business models qui pourraient créer des impacts négatifs sur le monde qui les entoure, sont des business models qui sont très dangereux pour la finance. Parce que s'il y a bien un élément que la finance n'aime pas, c'est le risque. Parce que risque veut dire potentiellement perte. Et donc, les matérialités sont potentiellement je vais devoir le dire en anglais parce que j'ai dû retrouver le mot en français, des liabilities, donc Des risques, euh, c'est le contraire d'asset. Donc, c'est des, c'est, des poids à porter qui des peuvent poids à porter, pénaliser l'entreprise. Si vous avez un voilà, synonyme, n'hésitez pas dans le chat parce que moi, je- donc le terme français, j'ai dû le trouver, mais donc des risques qui, à un moment ou l'autre, peuvent se réaliser et peuvent induire des coûts extrêmement importants pour l'entreprise. Alors, je vais prendre un exemple assez simple. Je suis une entreprise et je tape dans la rivière d'à côté toutes mes crasses en ne me posant pas de questions. Ok. Et on sait que ces crasses, potentiellement, vont induire soit des cancers, de la pollution, une destruction de la faune, enfin, tout ce qu'on peut imaginer qui n'est pas sympathique. Ok. Et plus que probablement, ça, ça pourrait un jour ou l'autre se retourner contre l'entreprise par un procès, par les une pouvoirs législation, locaux, tout à par fait, mais des gens un qui retour de auraient bâton. été contaminés, un retour de bâton. Et ça, ce retour de bâton, si on devait le chiffrer, il pourrait être extrêmement important parce que si l'entreprise doit réhabiliter la flore et la faune qui est autour de la rivière, si l'entreprise doit soigner et payer ou indemniser ceux qui ont été malades et qu'on doit mettre tout ça dans une belle enveloppe, eh bien, cette belle enveloppe représente un risque très important pour l'entreprise. Et si on devait prendre ce risque et qu'on se dit, bah, ce risque finalement, c'est quelques dizaines, centaines de millions d'euros, et qu'on devait les mettre dans le balance sheet, donc le bilan de l'entreprise, on se rend compte que finalement, s'il devait provisionner ce risque, ses profits et donc la valeur qu'elle pourrait restituer à ses actionnaires serait beaucoup, beaucoup moins grande que ce qu'elle restitue aujourd'hui. Et aujourd'hui, les financiers ont tendance à dire, hé là, en fait, il y a une tendance de la régulation et des pouvoirs locaux à de plus en plus peut-être légiférer et attaquer les entreprises sur certains de ces éléments qui sont des matérialités négatives. L'exemple le plus simple est le carbone, hein, mais c'est pas une vraie, enfin c'est une matérialité, mais il y en a plein d'autres. Euh, et donc, nous n'allons plus investir ou nous n'allons plus prêter de l'argent à des entreprises qui ont trop de risques de matérialité parce que nous pensons qu'il y a une forte présomption que ces entreprises, à un moment ou l'autre, ne soient plus capables de nous rembourser ou ne soient plus capables de générer la valeur qu'elles doivent. C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Ça, c'est super intéressant. Hop, sorry, parce que j'ai mis mute, s'il y avait un peu de bruit en arrière-plan. Et donc, mais justement, comment est-ce qu'on accélère ça? Comment? Parce que quand on fait l'analyse, on dit souvent la plupart des entreprises feraient faillite si elles devaient assumer le coût réel de leur poids sur le système et compagnie. Donc, comment est-ce qu'on favorise cette transition? Parce qu'au final, c'est ça qu'on essaye de faire. D'éviter les dérives de récupération, justement. Et donc,
voilà, comment est-ce qu'on peut aider avec le modèle d'affaires et dans cette perspective-là, hein, mais pour renforcer ça. Ouais, ouais. Ouais, effectivement, il y a plusieurs façons de le faire. On peut en discuter. Il y a une première façon qui est simplement la plus de base, qui est d'optimiser la façon dont on fait le business. Donc, c'est de créer moins d'impact sur le monde qui nous entoure que ce que l'on fait aujourd'hui. Donc, c'est simplement de l'optimisation. Ok. Donc, je pollue moins, je gaspille moins, je fais moins. Ok. Et ça a un impact plutôt sur la partie gauche du business model Canva, donc la partie ressources et processus, voire même dans la section de ses partenaires, hein, choisir des partenaires qui polluent moins. Et ça, c'est une première façon de le faire. Donc, je diminue mes matérialités en optimisant la façon dont je travaille. Ça, c'est une première façon. C'est assez simple et c'est plutôt la façon dont tout le monde a démarré ou démarre son activité liée à la sustainabilité. Alors, une deuxième façon qui est plutôt de substituer ces matières premières par des matières premières qui viennent de la régénération, donc des matières premières qui ont été recyclées. C'est se dire, au lieu de utiliser du papier, de la pâte à papier d'un arbre qu'on a réellement coupé, on va utiliser de la pâte à papier qui vient du recyclage du papier. Et donc, au lieu d'aller chercher dans mes ressources des choses qui viennent de la nature directement, j'essaie de travailler en boucle fermée, d'aller rechercher du recyclage. Alors, l'étape, et ça, on est toujours au niveau de ces ressources, on est toujours au niveau de ces processus. À l'étape suivante, qui est intéressante, qui est celle dans la bouche de tout le monde, hein, qui est celle à la mode, c'est la circularité. Euh, et donc, la circularité, elle a pour but de continuer à opérer, mais de faire en sorte que je suis plus dans un système fermé le plus possible, en tout cas. Et pour ça, la circularité est beaucoup plus compliquée à mettre en œuvre parce qu'elle induit des impacts à tous les niveaux. Elle induit des impacts dans mes processus et dans mes ressources, certainement, mais elle induit également des impacts dans mes propositions de valeur parce que je dois faire des produits et services qui sont recyclables et donc je dois intégrer dans mes produits et dans mes offres commerciales des éléments qui permettent la circularité. Ça, c'est important. Et je dois aussi m'assurer que dans la relation que j'ai avec mes clients, dans mes canaux de vente et dans le comportement de mes clients, que ceux-ci aussi soient acteurs de cette circularité. Parce qu'eux aussi doivent rapporter le produit qui est en fin de vie pour qu'il re-rentre dans la boucle, etc. Donc, c'est un travail qui est beaucoup plus compliqué à mettre en œuvre parce que ça implique plusieurs acteurs. D'accord? Mhm. Alors, on peut aller une étape plus loin, et c'est là où on recouvre un peu finalement euh, l'ADN de pourquoi on a créé The Beyonders, c'est le croisement entre le digital et la sustainability. C'est que la digitalisation du produit va induire d'office beaucoup plus de sustainability. Euh, alors, pour cela, si je prends l'exemple de la musique, effectivement, dans le temps, on a acheté un vinyle, c'était peut-être émotionnellement plus sympa et on continue à acheter des vinyles. Mais un vinyle, ça coûte pas mal sur la nature, hein, le fait de le produire, le transporter, le stocker, etc., etc. Alors que d'aller télécharger un morceau sur iTunes est plus probablement, toutes choses étant égales, à un coût environnemental moins important parce qu'il nécessite beaucoup moins d'impact physique. Il y en a toujours, et vous allez me dire, ouais, mais les data centers, ça chauffe, et puis ça prend une chose, mais un data center qui chauffe pour un morceau de musique iTunes, c'est quand même beaucoup moins que de faire un vinyle Oui, proportionnellement, en impact ou en le coût en proportionnellement. ressources et en énergie est infiniment moindre avec le digital. Le problème, c'est l'effet Exactement. de rebond. Et donc, si on prenait autant de photos qu'à l'époque ou qu'on écoutait autant de musique qu'à l'époque, on consommerait moins. Mais voilà. Mais ça, c'est un autre débat que le business model. Ça Ouais, existe encore iTunes. ouais, Évidemment que ça existe encore iTunes. Maintenant, c'est Apple Music, exactement. mais ça s'appelle Apple Music. Excusez-moi, j'ai 50 ans, hein, donc je m'excuse. Bon, moi, je suis le jeune, mais je n'ai juste que 47,8. Ouais. Et tu dois dire que nous sommes parmi l'audience, peut-être les rares qui ont dessiné des rectangles
avec un ordinateur en Je suis codant pas et sûr. nous avions Il y en a, un c'est demi-plaisir. Twitch, mais Hein. c'est pas le public habituel de Twitch, hein. Il est quand même légèrement au-dessus de la Voilà, moyenne quand même. voilà. Faut quand même être Mais on avait un transparent. demi-plaisir quand on arrivait à colorier le rectangle avec des couleurs différentes. C'était sur l'écran noir de la TV qui était connecté à l'ordinateur. Voilà. Le Alors, vieux Commodore, le- oui. l'autre business mo- l'autre business model, non, le Spectrum un peu. L'autre business model est de remplacer la fonctionnalité par le service. Alors ça, c'est toujours l'exemple magique de la foreuse, hein, que Raph, tu dis Tout à dans fait. ta conférence. 6 à 20 minutes sur un cycle de Si, vie. Donc en gros, oui, quand on achète une foreuse, on l'utilise en tout et pour tout entre 6 et 20 minutes. Exact. Tout à fait. ouais. Et donc, au lieu de produire des foreuses qui, dans leur production, ont de nombreux impacts sur l'environnement, on va plutôt essayer de limiter le nombre de productions de foreuses et de s'assurer que ces foreuses circulent beaucoup plus parmi les utilisateurs de foreuses, là où ils en ont besoin. Et donc l'idée économique qui est là derrière, c'est que si on vend du service au lieu de vendre du produit, on va diminuer fortement l'immobilisation de ces produits et donc, si c'est bien fait, diminuer le nombre de produits. Et si on diminue le nombre de produits, on diminue les matérialités négatives parce qu'on a besoin de moins les produire. Donc ça, c'est aussi un intéressant. Et pour arriver à faire ça, ça a des impacts à tous les niveaux de business model, que ce soit les activités internes, les ressources, mais également la relation avec le client, parce que c'est une façon de consommer chez le client qui est très différente de celle qu'elle connaît aujourd'hui sur certains points. Mais pour une tranche de génération, c'est intéressant parce que pour une nouvelle tranche de génération, par exemple, ça devient un peu moins vrai. Ils sont de plus en plus habitués chez les jeunes à avoir cette notion de personnalité. Alors, Alors, une autre façon, Mathéus a trouvé une parade, donc lui dit c'est pour ça que je n'ai pas de foreuse, mais bon, j'ai un cadre posé dans mon salon depuis plus de 6 mois avec tout ça. Donc voilà, la solution de Mathéus, qui est très économe en ressources, c'est de ne pas accrocher les cadres. ce que j'ai toujours à ma femme, parce que moi j'ai horreur de faire des ponts. Euh, mais pourquoi, pourquoi? Mais à un moment donné, il faut le faire. Donc il faut forer. Voilà, et puis il y a des fois, on a Euh, besoin de trous. ouais, exactement. Une autre façon de stimuler son business model, c'est lié au consommateur. Et donc, ça, c'est la slow consumption ou le stewardship, c'est de guider nos clients à être des meilleurs consommateurs et donc à probablement moins consommer, gaspiller, moins mal utiliser ou à consommer moins. Alors ça, c'est intéressant parce que quel est l'intérêt économique d'une entreprise à faire en sorte que son client consomme moins? Euh, c'est vrai que si vous voulez faire de l'argent en vendant du shampoing, il suffit simplement d'agrandir un peu le trou de la bouteille du shampoing et vous allez vendre plus de shampoing parce que les gens, en mettant du shampoing dans leurs mains, vont en mettre plus que nécessaire. Donc il suffit d'augmenter d'un Et puis de millimètre le le liquéfier, et puis diamètre et c'est... de liquéfier, etc. Voilà. Et donc, ça, c'est une façon de... Voilà, mais ça pousse à la consommation. Ça voudrait dire que pour que les entreprises soient dans cette dynamique-là, elles vont devoir, à un moment ou l'autre, euh, créer des nouvelles sources de revenus qui ne sont plus purement liées à la consommation de leurs produits, mais qui sont plutôt liées peut-être à d'autres éléments qui sont du conseil, du service, de l'accompagnement, qui eux sont moins consommateurs de matières premières et de ressources. Et donc ça, c'est aussi une réflexion où on doit ralentir tout le modèle économique, et ça c'est un vrai débat aujourd'hui entre ralentir la croissance ou pas, j'ai pas d'avis là-dessus, mais plus que probablement, aujourd'hui, on s'est un peu emballé dans une consommation effrénée. Je suis parce que je consomme, hein, je suis parce que j'achète. C'est un peu la réalité du matérialisme actuel. Une façon de diminuer ces matérialités, c'est de diminuer la décroissance, mais il faut trouver des Diminuer la astuces pour que croissance. cette croissance diminuer la Oui. croissance et renforcer la décroissance. Tu as raison de me corriger. Donc, je me dis, sinon Voilà, mais les gens imaginez vont que partir et disent c'est bon, on a la solution, il faut absolument diminuer la décroissance. voilà. Voilà. Et on peut ouais, C'est- et faire augmenter le Tout système. à fait. Mais Euh, ceci dit, qu'est-ce que toi tu penses parce que voilà, moi je trouve qu'il y a un truc qui est dommage, notamment dans les 17 goals, objectifs de développement durable de l'ONU, c'est qu'on parle toujours de croissance économique. Et en fait,
si on arrivait à établir un indice de croissance qui consiste dans plein de paramètres, hein, mais l'espérance de vie, la qualité de vie, le taux de satisfaction des gens, la régénération de l'environnement. Tu vois, je me dis, si on arrivait à mettre des indices comme ça, alors je ne dis pas qu'on ne doit pas prendre l'indice économique, mais si on pouvait le balancer avec d'autres choses, on pourrait faire de la croissance sans pour autant s'acharner à toujours plus extraire de matériaux. Enfin, voilà, c'est peut-être utopique ce que je raconte, mais est-ce qu'il n'y a pas une manœuvre comme ça qui puisse être possible à ton avis? Ou bien c'est complètement utopique et ça ne se peut. Non, non, je pense qu'il y a des réflexions et des économistes alternatifs qui pensent à ça. Aujourd'hui, euh, on est au bout. On a réussi à apaiser le monde, si on peut appeler ça apaiser, mais néanmoins, quand on voit les chiffres et on voit les éléments fondamentaux, le nombre l'espérance de vie, le bien-être, etc., en moyenne, au niveau mondial, de manière consolidée, le système qui est celui qui existe depuis un certain nombre d'années, et c'est le système politique commun qui a réussi à atteindre des objectifs qu'on n'avait jamais atteints auparavant. Okay, le prix à payer, ce modèle de ma maison, ma voiture, etc., le prix à payer et l'impact sur la planète. Et là, on se dit, waouh, attends, on peut pas le tenir. Et donc, la question est de se dire comment. Et on a créé beaucoup de valeurs qui ne servent à rien, hein, tous ces trillions de dollars qui sont virtuels, tout le monde s'en fout, en fait, sauf peut-être celui qui a son compte en banque, mais en pratique, c'est pas une vraie réalité. Euh, et donc, on peut se poser la question, est-ce qu'un autre modèle économique qui intègre plus peut-être les éléments dont tu citais pourrait prendre place, mais ça nécessite une transition. Aujourd'hui, ce modèle n'est pas encore complètement clair. Ce qu'on observe, c'est que ceux qui préconisent un nouveau modèle économique probablement préconisent un rôle de l'État ou des institutions publiques ou des infrastructures publiques plus fort, mais avec l'hypothèse que cet État ou ces infrastructures sont bien gérées. Si on prend la partie belge, on peut déjà se douter que ça fonctionne. Mais si tu prends des modèles comme le Costa Rica ou comme les pays nordiques ou ce genre de choses, tu te rends compte que un gestionnaire public de qualité peut des fois faire des trade-offs pour le bien commun que ne ferait pas un partenaire privé. Et donc tu te retrouves avec des modèles où on est entre le public et le privé et on est plutôt dans le juste milieu entre les deux. Et ça aujourd'hui il y a des pilotes dans certains pays, dans d'autres choses, mais on ne peut pas dire que c'est posé. En tout cas, avec 9 médecins de la santé en Belgique, on n'est clairement pas les candidats pour prendre des guides sur ce topic. Ça, c'est sûr, mais bon, de toute façon, bon, ça, c'est vraiment pas le débat du jour, mais est-ce qu'on n'a pas réussi, tu vois, un peu comme le chat et la souris qui se poursuivent et qui passent entre les arbres, et à un moment, t'as tout la queue, la corde, le truc, et t'arrives au truc où t'es coincé, et tu sais plus avancer, tu sais plus reculer. Donc, est-ce qu'on n'a pas fait de la Belgique un truc ingouvernable? Et la seule façon, à un moment, de continuer d'avancer, ça va être de le démonter ou de le remonter autrement, mais. Enfin voilà, et je me demande si c'est pas le cas quand on a suivi la politique américaine cette semaine, si c'est pas un peu le cas aux États-Unis. En fait, je me demande si le monde n'est pas devenu ingouvernable. C'est-à-dire que le modèle est complètement Euh, obsolète et le problème, ça va être que ceux qui ont le volant arrivent à le lâcher parce que ils sont plus adaptés à la conduite actuelle. Mais ça va être compliqué. Comme dirait débat. l'article, le capitalisme ne rendra pas les clés gentiment. Bon, le chat, vous êtes fatigués ou quoi, les gars? À part Tanguy et un peu Matt, c'est très très calme, hein. Et donc, Combien on a de personnes, Raph, aujourd'hui? écoute, on est 10, on était 15 tout à l'heure, mais ça fluctue, donc voilà. Tu n'es pas sur Twitch, toi, ce soir, Laurent? Tu Non. t'es pas connecté. Et donc voilà, donc ça c'est la base, hein, les modèles économiques. Et donc comment on fait donc en termes de mission, comment est-ce qu'on fait changer une société de modèle économique? Parce que ça c'est donc comment est-ce qu'on choisit le bon modèle et comment est-ce qu'on
on fait changer une société. Parce que j'imagine que c'est pas comme simplement changer un système informatique. Et donc, ça nécessite des changements fondamentaux. Quand tu vois comment les entreprises, alors je ne parle pas des grands groupes, mais sont parfois le nez dans le guidon. Enfin voilà, comment est-ce qu'on conscientise, comment est-ce qu'on choisit le bon et comment est-ce qu'on y va. Mais tu as peut-être deux niveaux de- d'action possible chez une entreprise. Le niveau le plus simple, et peut-être celui par lequel toutes les entreprises commencent, ils continuent à opérer comme ils continuent tous les jours, ok, avec une bonne dose d'optimisation, hein, on réduit ce qu'on peut réduire, etc. Donc on essaie d'être les moins mauvais élèves, ou en tout cas on essaie de moins abîmer ce qu'on fait. Et à côté de ça, on se fait une conscience, on se fait une culture dans laquelle on essaie de dire, ouais, c'est important, on va sponsoriser une petite association, on va faire ça. Pas un peu du greenwashing, mais il y a un peu de bashing là-dessus. Euh, et ça, c'est la première étape dans laquelle la plupart des entreprises se sont engouffrées. Puis après, tu as une deuxième étape de se dire que c'est bien, mais on va quand même là, on a atteint la limite de l'optimisation et puis on voit toujours nos chiffres et puis on se rend compte que finalement on pourrait faire mieux. Alors là, c'est toujours un peu, soit c'est le CEO qui est visionnaire ou les actionnaires qui sont visionnaires et qui sont en avance de toute régulation ou même des demandes du marché en disant, nous on voit le truc et on y va, on est 15-20 ans à l'avance. Et on veut se différencier là-dessus. C'est un peu Patagonia. Il y a aussi une entreprise en Hollande qui fait des tapis. Parce que le tapis, c'est très polluant, en fait, de faire des tapis. Et qui fait des tapis 100% recyclables, 100% en mode circulaire, avec du sourcing de qualité. Mais ils ont entamé ça il y a 20 ans. Il y a 20 ans, personne ne parlait de la sustainability, hein, donc tout le monde s'en foutait. Il y a un autre exemple de vigneron portugais, je pense, qui sont les vignerons les plus bio et sustainable du monde. Ils ont eu des prix pour ça. Mais le père qui a lancé, finalement c'était déjà le troisième ou le quatrième génération, voilà, il a lancé ça aussi il y a 20 ans. Donc on voit vraiment des visionnaires qui se disent, nous, on veut être en pure osmose et avec le moins d'impact possible. Puis après, l'autre démarrage, c'est plutôt tes clients, eux, commencent à demander des choses qui répondent plus à leurs valeurs. Et si ces valeurs sont liées à un meilleur monde, à un sustainability, etc., tu vas te sentir obligé à aller plus en profondeur dans ce que tu es en train de faire. Et le Et la troisième pression bras. des employés aussi. Ah Mais oui, c'est vrai, non, mais merci Antifa. effectivement. Et la pression des employés qui, eux aussi, pourraient refuser de travailler pour toi parce qu'ils ne s'y retrouvent plus, parce qu'eux aussi ont une utopie d'un autre monde. Donc ça, c'est évidemment les trois drivers. Après, une fois que tu as fait un peu d'optimisation et un peu de greenwashing, tu es obligé de rentrer dans la réalité des choses. Et plus probablement, la plupart des entreprises aujourd'hui rentrent un peu dans la circularité, c'est-à-dire, ça c'est plutôt la tendance en disant on va essayer de travailler en circuit court, on va essayer de travailler sur le moins de rejets possible et de travailler en circuit fermé, ce qui fait que si j'arrive à mettre en circuit fermé, je peux continuer à générer de la valeur sans rajouter des éléments externes et donc de continuer à utiliser des ressources de la planète. Et donc, je crée de la valeur en circuit fermé. Alors ça permet de résoudre ce problème de croissance. Mais en fait, si nous sommes 100% circulaires et qu'on n'a rien dématérialisé, on a zéro croissance. Parce que c'est toujours la même chose qui tourne. Après, La seule chose, progressivement optimiser. Tu peux aussi, en étant circulaire, élargir le plafond environnemental parce que tu développes des nouvelles techniques non destructrices pour produire plus de ressources. Tu peux aller chercher dans l'espace. Mais évidemment, il faut ouais, changer les barrières. tu peux alors tu peux alors carrément aller dans ton business model. Et là, ça veut dire que chaque chose que tu vends
a une dimension sustainability très forte. Et là, on est dans le cœur du business, c'est-à-dire que ceux qui construisent les produits et les services et comment ils génèrent de l'argent le font avec la sustainability dans l'ADN du produit et du service, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est à côté d'eux, mais pour certaines entreprises, c'est vraiment la sustainability. Et si c'est vraiment dans l'ADN, pardon, du produit et du service, à ce moment-là, ça fait partie des équipes commerciales, des conceptions de produits, d'ingénierie, etc. À ce moment-là, on commence à rajouter produit as a service, la circularité, la dématérialisation du produit, et on est en train de déplacer la création de valeur d'un environnement qui était très consommateur de ressources avec beaucoup de pollution, à un environnement qui ne nécessite presque plus de ressources et qui pollue presque plus du tout. Et à ce moment-là, on a quelque chose de très virtueux. Voilà. Mais euh, il faut pas se cacher parce que qu'est-ce qui pollue? Les grandes industries qui polluent le plus, c'est celle de la viande et celle du textile. Aujourd'hui, le Et textile. l'énergie, non? Non, l'énergie, c'est le troisième, mais c'est pas quand on voit l'impact environnemental, ceux qui sont très forts en termes de CO2, mais aussi de pollution annexe. Le textile, par exemple, est un drame par rapport à toutes les microfibres qu'ils mettent dans l'océan. Chaque fois que tu laves un pull dans ta machine à laver, en fait, tu pollues fortement le monde qui t'entoure. Il suffit de voir dans le filtre de ton séchoir le nombre de pluches que tu as quand tu as séché tes vêtements. Et imagine qu'une partie de ces peluches sont parties en filaments dans l'écoulement de ta machine à laver, qui s'est retrouvée partout et qui part, etc. Et donc, même si on arrive à ralentir beaucoup de choses, il y a des modes de consommation qui devront être changés. Et ça, c'est la partie consommateur, c'est changer nos comportements. Et en fait, c'est là où on est très, très, comment dire, incorrect par rapport au monde qui nous entoure. Parce que tout le monde dit, ouais, la pollution, ces grosses entreprises, ces grands méchants. Mais si on arrêtait d'acheter et de consommer, il n'y aurait plus de pollution. Non, non, bien sûr, on est d'accord. Mais là où moi je prends quand même la défense du citoyen camarade, c'est le fait que les consommateurs, enfin je préfère dire les citoyens, n'ont pas une armée de spécialistes en neurosciences pour être certains de savoir comment te bourrer le mou avec des envies qui ne sont pas à toi. Et donc voilà, il y a un travail aussi aujourd'hui. Donc tu as raison, hein, il suffit qu'on ne l'achète pas pour que ça se vende plus, comme dirait Coluche. Mais et donc effectivement on a un rôle à jouer, notre pouvoir de consommateur, comme dirait l'autre, est important. Mais voilà, je pense quand même que il y a ça au niveau du rôle des entreprises. Et donc justement, j'ai laissé passer plusieurs questions intéressantes de Tanguy. Est-ce que la sustainability, est-ce que la durabilité a le moindre espoir de se développer sans un cadre législatif et répressif fort? Parce qu'en France, par exemple, à l'Assemblée nationale, une écolo macronienne vient de relibéraliser les insecticides. Le marché ne va pas contrarier ne va pas contrarier une législation molle. Alors ça, c'est un peu Star Trek versus Star Wars, hein. Est-ce qu'on va se battre contre les forces du mal et tu auras les bons et les méchants, ou est-ce que tu vas avoir un monde qui arrive à se réguler par lui-même? Euh, alors, je sais pas. Je trouve que aujourd'hui, une régulation intelligente est nécessaire. Donc, la sustainability sans régulation intelligente ne pourrait fonctionner que si on a une intelligence collective qui se développe de manière spontanée. Alors C'est pas aujourd'hui, gagné. c'est pas gagné. C'est pas gagné. Enfin, Euh, en tout cas, c'est depuis pas le Covid, gagné. le mot intelligence collective, c'est un truc dont on parle beaucoup, mais qu'on voit pas beaucoup. Alors, l'intelligence collective, ça se développe au niveau des enfants et de l'école. Ça veut dire qu'on a une école qui est une école de pensée, de réflexion, de conscientisation, comme ça existe dans des pays en Finlande, etc. Ici, on a plutôt une école usine qui respecte encore le batch de production de forêt, hein, avec on démarre à 9 heures, ça sonne la cloche, à 10h30, tu peux aller manger ta tartine ou faire pipi, puis tu retournes, etc., tu as ta pause, etc. Donc on a une école en badge et de production. Et pour qu'on ait des citoyens qui puissent
avoir cette distance et ce recul, mais on doit les éduquer et leur permettre d'avoir ça. Alors, euh, comment dire, par exemple, j'ai mon dernier dans une école flamande, Freinet, et tu vois, dès les maternelles, on les conscientise à la nature, à plein d'éléments que j'ai pas vu dans d'autres scolarités. Donc, et alors, c'est pas que ça n'existe pas chez les francophones, c'est que je l'ai pas vu, comprenons-nous bien, mais ça va potentiellement faire ça aussi avec l'éducation des parents, avec plein d'éléments, peut-être une meilleure conscientisation. Toutes choses étant égales, s'il faut choisir entre manger aujourd'hui ou sauver demain, les gens vont choisir manger aujourd'hui. Et donc, ils préfèrent acheter un bon produit plastifié avec plein de crasse dedans chez Lidl pour 3 euros, parce qu'un steak bio à 20 euros ou à 25 euros le kilo, ils ne savent pas se le payer. Donc, à partir du moment où la sustainability n'est pas accessible, la masse des gens resteront coincés peut-être entre une envie qui est une réalité, mais la réalité de la vie qui fait qu'ils vont quand même prendre le truc Et qui donc, et donc, pollue, et et donc c'est pour ça qu'ils vont. c'est là que c'est pour ça en fait que je pense au rôle central des entreprises, des citoyens qui ont les moyens de, et je ne parle pas que les moyens financiers, mais qui peuvent utiliser une partie de leur énergie pour peser dans la balance et réinventer un modèle. Euh, et donc voilà, c'est là que je pense que les citoyens ont un rôle à jouer, mais c'est quand même pas évident pour pas mal de citoyens. Il y en a certains qui sont même pas conscients du problème, ou d'autres qui sont conscients mais coincés dans une perspective et qui ont besoin d'être aidés, inspirés. Et comme tu dis, hein, c'est fin du monde ou fin du mois, et donc tu peux pas, c'est l'échelle de Maslow, quoi. Tu peux pas commencer à te projeter dans un équilibre si tu n'as d'abord pas résolu tes problèmes de base qui vont venir te parasiter. Et donc, voilà. Alors, il y a une autre question qui était plus haut, c'est le rôle du CIO. Alors, Tanguy, j'imagine. euh, ah ben voilà, Pierre qui est là, coucou Pete. Laurent ne semble pas remettre en question la finitude de la planète. Si, il en a parlé. Et le fait que la volonté de captation de la richesse du capitalisme est un problème en soi. La plus grande partie de la création de valeur est faite en étant prise à la planète et à des travailleurs exploités à l'extrême dans le sud aux pays émergents. Alors, donc on va la commencer par celle-là, parce que sinon je vais partir dans tous les sens, c'est un peu mon cas. Après, je vais revenir au rôle du CIO, parce que j'ai vu que Tanguy avait posé une question que j'avais un peu ratée en haut. Mais donc, oui, quid du modèle oui, bien sûr que c'est binaire, fin du monde ou fin du mois, mais néanmoins, ça intervient. Donc, quid du modèle capitaliste en soi et de la captation des richesses, donc si j'entends parler Pete, est faite en étant prise à la planète et à travers. Oui, donc le modèle capitaliste est un modèle de. Enfin voilà, je vais ouvrir le truc parce que Oui, oui, c'est mais un commentaire. on l'avait. C'est un commentaire. Non, mais on l'avait dit, il a raison. Le modèle capitaliste, et encore, il faudrait peut-être mieux le définir parce que je pense que c'est aussi un peu peut-être péjoratif, et le modèle capitaliste n'est pas conçu pour sortir l'argent et les mettre dans une poche d'une personne. Le modèle capitaliste, c'est la prise de risque, hein, donc c'est ça l'idée du modèle capitalistique. Mais le modèle capitalistique aujourd'hui, tel qu'il est, soit on arrive à le réguler en mettant peut-être, c'est ce qu'on fait sur le carbone, et si on le faisait surtout, un prix à l'environnement, c'est-à-dire que quand je prends un arbre coûte pas, par exemple, 30 euros pour l'extraire et le couper, mais coûte 14 000 euros parce qu'il a abîmé la flore qui est autour, il a eu un impact sur les autres arbres. Et donc, si je priçais les éléments de la nature à leur valeur totale environnementale et que je mettrais un vrai coup là-dessus, mais ça aurait un effet de cascade sur l'entièreté des entreprises qui ne seraient plus capables d'opérer correctement sans changer leur business Et model. donc Ok. on Donc pourrait ça, plus faire ça des c'est meubles jetables, on devrait faire des meubles qu'on peut démonter, réutiliser, des pièces reconditionnées, ce genre de exactement, choses. Parce que c'est exactement. ça Parce que le l'idée. coût environnement, Si on prend le coût exactement. environnemental, les trois quarts des boîtes font faillite aujourd'hui, hein. C'est un peu ça l'idée. Exactement, exact, ça c'est l'idée, c'est l'idée. Donc ça voudrait dire que la régulation pourrait forcer
cela. Alors après, est-ce que ça va se faire ou pas, ça dépend des lobbies, mais ça, c'est une façon de le faire en gardant un modèle capitaliste. Alors, D'accord? Mathéouche, attends, Euh, je vais t'interrompre parce que Mathéouche dit le capitalisme sans exploitation n'est pas possible. On le voit depuis des siècles entre esclavage, colonialisme, guerre, exploitation des enfants, etc., etc. Le capitalisme sans cela n'existerait pas. Alors oui et non, parce que on a un exemple avec Venise, par exemple. Venise est un modèle de capitalisme qui a fini par tourner à la coopérative, parce que comme c'était une île, en fait, ils ne pouvaient pas dégrader leur environnement ni trop exploiter les gens, ils étaient obligés de trouver un équilibre. Et donc, ça a permis une vraie levée, un vrai équilibre. Donc voilà, je parle du capitalisme techniquement, Autant dit vidéo. Pitt, et je ne suis pas d'accord sur la définition du capitalisme sur une prise de risque. Ça, c'est un narratif. Elle est là, mais historiquement, ce n'est pas ça. Le propre du capitalisme, c'est la spéculation, notamment sur la force de travail de l'autre. Oui. Non, le capitalisme, c'est de mobiliser des investissements pour générer des profits sans subside. C'est pas. Je pense qu'on mélange. C'est pas parce que je produis des couteaux que je fais des tueurs. Hein. Je suis une usine de tueurs, je peux beurrer ma tartine. Donc le capitalisme, c'est un modèle. Après, il y a ce que l'homme fait du modèle. Et donc, si l'homme a décidé de utiliser des ressources qu'il paye mal, ça, c'est pas le capitalisme qu'il demande. Le capitalisme demande d'avoir des ressources et de faire de l'investissement. Que l'on autorise à utiliser un travailleur pour 1 euro la journée, ou pire, ouais, on va dire 1 euro la journée pour faire facile, c'est pas propre au capitalisme, c'est propre au greed, Oui, à comment l'avarice. à l'avarice, ouais. Et c'est même plus l'avarice, c'est pas l'avarice, parce que l'avarice, C'est c'est la pas encore envie de cupidité. La dépenser son argent. cupidité. La cupidité, à la cupidité des gens. Et donc, je pense il faut dissocier cupidité et utilisation du capitalisme et le Non, capitalisme. alors, alors, connaissant les intervenants dans le chat et te connaissant, je pense que vos deux perspectives sont correctes. Et donc, toi, tu fais la part des choses et tu es un entrepreneur et quelqu'un qui navigue dans un monde capitaliste, mais avec une éthique et des limites. Euh, Or, effectivement, le modèle capitaliste promeut la cupidité, promeut toute une série de choses, et donc effectivement, c'est pas vendu dans le modèle. Mais tu es d'accord qu'on peut bien l'utiliser, donc oui, mais la cupidité est consubstantielle au capitalisme. Alors oui et non, c'est bien ça la différence que j'essaie de faire émerger entre le discours de Laurent et celui qu'il y a dans le chat. Hein. Donc je pense que Laurent, ce que tu dis est tout à fait vrai. En prenant le point, et d'ailleurs Pierre en Ouais. dit ce qu'on ne vient pas, mais par contre je rejoins en partie notamment Tanguy et Matt dans le chat qui disent que le capitalisme crée à force un narratif qui pousse vers la cupidité. Donc je trouve qu'il y Ah, a... mais ça, c'est pas vrai parce que si tu prends d'autres modèles comme le communisme, par exemple, la cupidité est consanguine au communisme. Et en fait, c'est chaque fois comment l'homme détourne les choses. Donc, moi, je vous prends tous les modèles économiques que vous voulez et je vous montre qu'on peut les détourner à droite ou à gauche en fonction de comment l'homme veut en tirer profit. Et donc, le capitalisme, si on prend l'exploitation, c'est intéressant, mais c'est parce qu'il y a des gens qui veulent acheter un t-shirt à 50 centimes chez Primark que vous avez un enfant au Bangladesh qui couvre votre t-shirt. Celui qui est contre le capitalisme ne doit pas être contre ça, il ne doit pas arrêter le capitalisme, il doit arrêter d'acheter des t-shirts dont on sait que la production induit de l'esclavage. Donc c'est très différent, c'est pas le modèle le problème, c'est ce qu'on fait du modèle, qui sont pas liés au capitalisme, mais qui sont extrêmement viciés ou mauvais. Donc moi, je ne suis pas d'accord sur le Donc fait de toi, ce dire que tu dis, c'est c'est le modèle qui... l'homme a une nature corruptible. Il suffit de voir à Exactement. la grande époque du communisme à quel point le parti était corrompu ou comment... bon, la Chine, c'est plus vraiment du communisme, c'est du crypto-capitalisme ou je ne sais plus ce que quelqu'un avait donné, mais c'est un truc à part. Et eux, ils ont vraiment réussi le grand éclair à la Van Damme. Ils ont réussi à rester communistes tout en étant ultra-capitalistes. Mais ok, ça je vois le point. Alors Tanguy dit, le chat a une lecture Et le marxiste du CEO. monde depuis des mois. C'est vrai c'est comme disait Mathéouche régulièrement, j'ai tendance à des invités
plutôt de droite ou libéraux avec un chat qui tend dangereusement, enfin dangereusement, je n'ai rien contre, mais sur une lecture capitaliste. Alors, Tanguy parlait du rôle du CIO. Alors, je ne sais pas si Tanguy, tu Oui. veux préciser crypto-communiste. Le soviétisme. Tu as raison, le communisme et le soviétisme ne sont pas la même chose et aujourd'hui, il est important de reparler de soviétisme. Tu as tout à fait raison. Ça, d'accord, mais il est alors question de narratif de société. Je suis persuadé que la transition économique ne peut passer que par une discussion philosophique et une analyse psychosociale. Si on veut discuter philosophique, le grave problème du monde capitalistique, c'est l'intérêt. Parce que à partir du moment, et ce qui a été, c'est intéressant, mais le système financier en tant que tel et l'intérêt induit de l'inflation, induit la course à la croissance pour pouvoir, etc. Et donc, le grand problème est lié au monde financier et pas lié au monde Au capital. Donc le problème, c'est commercial. la finance plus que le capital en tant que ça. Ouais, ouais, c'est donc faut différencier les deux modèles. Le capitalisme n'induit pas le monde financier, mais le monde financier est lui, c'est celui qui fait la pression sur le monde chose. Si vous achetez une maison et que vous payez 4% d'intérêt sur votre prix hypothécaire, vous vous attendez, c'est ce qu'on vous raconte partout, que la valeur de votre maison augmente à la fin de 20 ans en proportion pour avoir fait une plus-value et on vous dit ça vous coûte rien, tu as gagné de l'argent. Et donc ça part du principe qu'on a une croissance perpétuelle parce que à travers ça, on a payé de l'intérêt à quelqu'un qui a empoché de l'argent en vous prêtant de l'argent. C'est un grand débat. Hein. Donc, et je vais pas, je vais m'arrêter là, Non, mais je vous invite à réfléchir 5 minutes sur le sujet. c'est intéressant. De toute façon, c'est pour ça qu'on est là. On n'est pas là. En général, l'idée Oui, n'est bien pas de sûr. faire un exposé, c'est plutôt d'avoir une discussion Ouais, et de réfléchir. Et donc, moi, je trouve ça ouais. intéressant. Mon adversaire, c'est le monde de la finance. Oui, mais je pense que de toute façon, c'est un peu. Je pense qu'à ce niveau-là, on ne doit pas être beaucoup ici. À penser que la finance a joué un rôle salvateur dans le parcours de l'humanité récemment, enfin même moins récemment. Alors, donc le CEO, le Oh, le rôle du CEO, CEO. Ouais. le CEO, ouais, 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 le CEO. Euh, le CEO, c'est le guide, hein, c'est Skippy. Pour ceux qui se souviennent Des des inconnus, inconnus, tout à hein, fait. donc le CEO peut induire une énergie, une direction, tout en respectant finalement ce que ses actionnaires lui demandent de délivrer. Donc, il ne peut pas être à contrario. On a un exemple qui était chez Engie, où la CEO, qui était une Française, avait poussé la durabilité à son extrême et elle a été déboutée, elle a été mise à pied par son actionnariat parce que l'actionnariat trouvait que enfin, il y avait d'autres raisons, il y avait des raisons politiques derrière, mais à côté de ça, indépendamment de la raison politique, ce qui était intéressant, c'est que l'actionnariat, qui était plutôt vieille France dans sa pensée, peut-être avait une volonté de garder certains assets qui étaient peut-être un peu moins durables. Donc il y avait ce débat-là. Alors j'ai pas tous les détails et je voudrais m'excuser par avance si je me trompe, mais il y a des tensions potentiellement entre un CEO et son conseil d'administration, son actionnariat, parce que les actionnaires peuvent avoir peut-être des attentes très court terme ou pas, et ça peut induire. Donc le CEO, il a un rôle de définir la stratégie En fait, pour répondre aux excuse-moi de t'interrompre, hein, Laurent, mais il y a déjà, à mon avis, une frontière très forte entre le CIO qui est maître de ses décisions, soit parce il a fait rentrer un actionnariat, mais qu'il a gardé les votes de décision, un peu comme Bezos qui a dit à ses actionnaires, bon les gars, by the way, je vous ai pas dit, mais pendant 15 ans, vous n'allez rien toucher parce que je vais tout réinvestir. Du CIO qui est choisi par un board et qui est donc soumis à son autorité et qui peut être viré du jour au lendemain. Il a une marge de manœuvre qui est ouais. évidemment Et, beaucoup moins grande. bien sûr, et la différence est toujours entre un CEO actionnaire, entre guillemets, et donc il y a un vrai pouvoir de décision parce que il est aussi actionnaire, un peu ce que était Steve Jobs à l'époque, et un CEO qui n'est simplement pas actionnaire, mais qui est nommé par un conseil par les actionnaires. Et effectivement, euh, celui qui est actionnaire peut donner une direction. C'est l'exemple de Patagonia, c'est l'exemple de certaines sociétés, qui peut donner une direction
de sustainability. Et rappelons d'ailleurs que la sustainability, juste side comment avant que chose, ce n'est pas que l'environnement, c'est aussi les aspects liés à l'être humain, c'est le social, donc l'éducation, la pauvreté, etc., etc. Donc sur les 17 goals, il y en a 4 qui sont environnementaux, hein, en tant que tels. Donc c'est plus compliqué que simplement l'environnement. Et ayant dit ça, le CEO peut être fer de lance proactif d'une stratégie qui va dans cette direction, qui diminue les impacts négatifs, qui renforce les impacts positifs, qui adresse l'ensemble des goals de United Nations. Et on peut avoir un CEO qui, lui, est mandaté par ses actionnaires et qui est cadré, et donc il ne pourra pas aller plus loin que ses actionnaires, sauf si ceux-ci réalisent que stratégiquement et par rapport à leur investissement, ça peut faire du sens. Mais là, on tombe vraiment dans un calcul qui est plus économique pour faire. Ok. Alors, ici, Donc, c'est un rôle qui n'est pas, il n'est pas maître à bord de tout. non, c'est ça, mais c'est pour ça que je dis il y a clairement une différence. Et d'ailleurs, enfin, nous, on le sent bien quand on travaille pour des très grosses boîtes où on travaille avec des gens qui sont en général de C-level, mais pas le CEO ou qui a une dépendance actionnaire, et des gens qui sont dans des structures plus petites qui sont souvent plus de poids. Et on voit à quel point l'impact peut être beaucoup plus important ou en tout cas facile à imprimer. Alors, est-ce que on a encore... Alors, donc, Pierre disait, donc il y a un gigabiais cognitif de compréhension de notre réalité systémique. Alors ça, je suis pas tout à fait sûr de voir où ça revient, mais si ça te parle, Laurent. Je pense que Pierre fait peut-être référence à la partie capitalistique versus la partie financière et notre perception des choses. Oui, oui, Donc, sans doute. Oui. je pense, si c'est comme ça que je le comprends, ce qui veut dire, oui, effectivement, faut pas se tromper de cible. Ouais, ouais, Faut pas se tromper de cible. tout à fait. Euh, Alors, est-ce qu'on a encore besoin d'actionnaires dans des organisations holacratiques qui sont sans doute le modèle sustainable des boîtes du futur? Euh, à mon avis, ça va être compliqué de faire sans, mais la question est intéressante. Qu'en penses-tu, Laurent? Ouais, bon, d'abord, je suis pas convaincu que les modèles holacratiques vont être complètement le modèle final du futur. Ça, c'est un débat. On pourrait faire une soirée sur des modèles Mais tout à holacratiques. fait, on pourrait faire une émission sur l'holacratie, certainement. Et d'ailleurs, il dit à moins que Euh, l'holacratie soit un doux rêve, hein. Donc, ouais, Tanguy l'esquissait quand même, il disait est-ce que ouais, l'holacratie. ouais, Voilà. ouais. Donc, c'était Mais, dans mais, la mais, question. mais, l'actionnaire, c'est celui qui a pris le risque, au sens pur du terme. Donc, dans un modèle holacratique, on peut presque imaginer que chaque employé est actionnaire, parce qu'il y a un peu cette notion de coopérative, on le retrouve déjà dans certaines boîtes. Et donc la société appartient aux employés. Alors, mais dans Euh, ce cas-là, que se passe-t-il des assets? Donc, que se passe-t-il, par exemple, pour les employés qui auraient été là plus tôt, qui auraient pris plus de risques? Tu vois comment? Parce que effectivement, je fais l'avocat du diable, hein, mais tu vois, où est-ce qu'on met le point d'équilibre dans la balance? Parce que comme tu dis, que tout le monde peut devenir actionnaire, mais en même temps, à un moment, peut-être que le fait de rentrer dans la coopérative ou dans l'association est dans une affaire qui roule où tu es quasi certain de récupérer tes parts. Enfin voilà, je... ça, c'est le modèle des cabinets de conseil où tu as, par exemple, 140, 180 partenaires qui, eux, sont actionnaires. Et donc, ils sont au moniteur, hein, ils sont au moniteur, et le nombre de parts, et ils se font coopter, et donc la boîte appartient à 180 employés, et pas 1000. Et peut-être que les autres 1000, eux, ont un intérêt à la profitabilité de la boîte, mais n'ont pas une part au capital. Et donc ça, c'est des accords entre les gens. Donc peut imaginer tous les processus. On peut redistribuer toute la valeur chaque année. Et chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, en fait, il rentre à l'état zéro parce que la valeur précédente a été redistribuée. Ouais. On peut imaginer plein de moyens. Voilà. Ce serait intéressant de trouver le modèle idéal. Je n'ai pas de réponse ici. Ok, mais c'est intéressant comme développement, par ailleurs. Alors, tic, donc, à mon avis, ok, ça on l'a dit. La coopérative est probablement le bon modèle si bien utilisé. La coop est un actionnariat où les actionnaires sont les travailleurs émancipés de l'usure du capitalisme. Ah merde, j'avais promis que j'arrêtais avec ça. Alors, Mathéus, faut-il renverser le monde de la finance, quitte à devoir passer par une révolution armée?
Je t'avais dit que mon chat était de gauche, mais là il est vraiment de gauche. La révolution du prolétariat. C'est la version old school, plein d'autres modèles coopératifs. Alors, oui, je disais le truc pour rester dans le champ lexical du capitalisme. Ludivine. Matt, il est tout de suite dans la rue avec sa fourche, oui, c'est clair. L'actionnaire peut aussi être celui qui a un intérêt, le travailleur, le client, le voisin, tout à fait. Alors, une vraie question. Merci, Matt. Peut-on discuter autant qu'on veut alors, on peut discuter autant qu'on veut. Le monde de la finance, lui, avance tout seul dans son coin. Le passage par un épisode brutal pourrait être le seul qui leur ferait changer de vous. Alors, effectivement, je pense que le sentiment d'impunité n'aide pas. Hein. Quand tu vois l'interview sur Thinkerview de Gaël Giraud, il expliquait que ses potes traders à la City et à la Défense s'habillaient en civil et se changeaient dans l'ascenseur de peur de se faire casser la gueule en 2008 et qui se sont mis à mettre des costards et qui se sont rendus compte que les gouvernements les remboursaient et que les citoyens s'en foutaient. Et donc les mecs, c'est pour te dire à quel point ils étaient quand même lucides qu'ils avaient déconné, c'est qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire lyncher. Mais je pense que c'est tellement abstrait comme monde que les gens ne se rendent pas compte des abus qu'il y a dans le monde de la finance. Mais ça, c'est un avis personnel. Hein. J'ai entendu un ancien trader... Oui, vas-y. Oui, vas-y, continue tes Non, questions. j'ai entendu un ancien trader qui suggérait de faire sauter les antennes à haut débit de la finance. Voilà. Mais donc, voilà. Donc, on a un chat qui se pose de vraies questions. Alors, ça n'a pas grand-chose à voir avec le modèle d'affaires d'une entreprise, mais c'est pas grave. Ça a à voir avec l'effet pervers d'un système qui s'est abstrait de la réalité. Oui, mais le modèle d'affaires d'une entreprise ne fonctionne qu'à partir du moment où il a des clients. Ouais. C'est aussi simple que ça. Donc, pas d'acheteur, pas de business. Et donc, on ne se rend pas compte du pouvoir que l'on a en tant qu'acheteur. Alors, on peut bien sûr discuter 10 ans en se disant le monde est méchant et puis ça ne va pas, etc. Et on peut changer son comportement. Moi, je suis plutôt un croyant ferme de l'action locale. C'est-à-dire, si chacun en âme et conscience décide de changer ses comportements vers ce qu'il pense qui est bien, eh bien, il va y avoir une vectorisation du monde vers le bien. C'est ça ce que j'appelle l'intelligence collective. Donc, si vous n'aimez pas le monde de la finance, je vous invite à arrêter de faire des prêts hypothécaires, de faire des prêts à la consommation, de dépenser des cartes de crédit, de faire plein de choses, parce que sinon, vous n'êtes pas cohérent dans votre discours. Et on ne va pas, à mon avis, arriver à être dans la rue, parce que il faudra déjà beaucoup qu'on aille dans la rue. Et comme dirait mon grand-père, on ne fait pas, paix à son âme, on ne fait pas de guerre avec des gens qui partent en vacances et roulent en voiture. Et donc, tant que vous ne serez pas en train de crever de faim ou qu'on n'aura pas atteint la vie de vos enfants, plus que probablement, on va rester derrière Twitch à parler. Ça, c'est sûr. Et donc, ce qu'on peut faire en attendant que ça se passe, et on va éviter que ça se passe peut-être, c'est plutôt influencer le monde capitalistique dans leur business model, pour revenir au business model, par rapport à nos comportements d'achat. Et ça, je trouve sympa comme chose, parce qu'on est 100% en contrôle de ces comportements d'achat. Et moi, je vois quand même plein de gens intelligents qui se disent, j'achète plus ça, je fais plus ça, je vais commencer à recycler, je fais pas ça, je vais pas dans cette banque, tiens, il y a une nouvelle banque qui apparaît qui est Newbie, elle est peut-être beaucoup plus, voilà, nous on a mis nos comptes chez Triodos, quand on a ouvert nos comptes chez The Beyonders, parce qu'on s'est dit, tiens, Triodos, ça a l'air d'être des gentils, en tout cas un peu moins méchants que les autres, donc on va peut-être mettre notre argent là-bas si on fait de l'argent. Et donc ça, c'est des décisions qu'on peut prendre à notre niveau et on peut être très marxiste à son niveau, quoi. Oui, alors Pierre, tu dis des coopératives font des prêts hypothécaires sans but de lucre, mais c'est pas ça l'idée. Évidemment que ceux qui vont chercher la banque et que tu ne peux pas t'absoudre à 100% du truc, mais l'idée c'est qu'effectivement, si tu es remonté sur la finance, l'idée, c'est de s'en passer au maximum ou d'avoir recours à des systèmes qui sont moins toxiques. Choisir une banque à valeur éthique plutôt qu'une autre, ou c'est ça, je pense, le discours. Sur les comportements d'achat, c'est la base. Oui. C'est clair. Okidoki. Est-ce que vous avez encore des questions, les amis? Sinon, on est peut-être bien arrivé au bout du chat. Je vois, enfin, ceci dit, ah oui, voilà. Dommage que la France refuse que Triodos puisse ouvrir des comptes courants. Je me demande bien pourquoi. Moi aussi. Mais en Belgique, on a des comptes courants quand même, non?
Oui, Ouais, oui. sans carte. Super l'action locale, j'adhère, mais ça ne sert à rien si les multinationales et le monde de la finance font de la spéculation sur le cacao, le blé, etc. Mais l'idée, ouais. Maintenant, Euh, il y a, par exemple, on prend Chocolonelli, par exemple, qui est l'exemple de celui qui faisait des tablettes de chocolat en fair trade avec un circuit court. Il y a moyen aujourd'hui d'acheter des matières premières en circuit court, éthique et respectueuse de l'environnement. Donc, je pense qu'il faut plutôt laisser. Quand on voit l'histoire des multinationales, il y en a beaucoup qui souffrent quand on voit comment ils peuvent retomber très vite alors qu'elles étaient très haut. Je pense qu'il faut pas trop mettre son angle vue sur les multinationales et plutôt regarder ailleurs. Ça, c'est plutôt notre pragmatisme, optimisme. ouais, mais non, C'est plutôt de regarder vers là où ça fonctionne. et puis voilà, hein, je pense que de toute façon, on n'est pas, comme tu le disais Pierre, on n'est pas dans une réalité binaire, et donc il y a plusieurs réalités qui coexistent par ailleurs, et c'est pas parce que l'un est vrai que l'autre est forcément faux ou inexistant. Donc je pense qu'il y a les deux, mais comme tu disais Laurent, et je pense que ça c'est important, donc se focaliser sur là où on peut avoir de l'impact et le faire. Et donc ça, je pense que c'est vraiment important. Et deux, oui, donc agir de façon claire, consciente et progressivement évoluer. Okidoki. Alors pour peut-être une question finale ou un mot de la fin pour reclôturer sur le thème, le thème du jour. Je ne sais pas si vous avez une question, les amis, dans le chat. Ou bien on est arrivé doucement au bout. Ah voilà, Mathéus qui me sort, c'est pour ça qu'il mettait du temps, parce qu'il était en train de la taper. Oui, mais ça ne sert à rien de donner des exemples particuliers. La spéculation sur les matières premières, riz de fair trade. Je suis à fond sur le local, les petits exemples du fair trade. Ah oui, attends, ça ne sert à rien de donner des exemples. La spéculation sur les matières premières du fair trade, ok. Je suis à fond sur le local, les petits exemples qui marchent, mais ça ne sert à rien face au gros mammouth. Euh, ouais, je suis pas 100% d'accord. Et les gros mammouths ont quand même aussi des pressions, hein. Il suffit de voir Nestlé qui était un gros mauvais et qui est en train d'avoir un impact sur l'agroécologie à échelle mondiale, notamment à cause de la pression de ses employés, tu vois. Et bon, on est bien d'accord qu'ils ne le font pas pour le Ouais. plaisir. Mais voilà. Mais effectivement, il y a plusieurs dimensions. On n'a pas parlé du Et, jeu. et, et, et- Ah oui, on n'a pas parlé du jeu de Laurent, ça a l'air chouette. On va en parler maintenant. Vu qu'on a fini le topic, on va faire un point sur le marketing Canva parce que ouais. c'est vrai que c'est une super méthode. Les nouveaux modèles et l'inspiration des écosystèmes seraient puissants pour faire comprendre aux entreprises les possibilités de stratégies de résilience. Euh, oui, tout à fait. Ben, c'est un peu ce que Laurent et Pascal font chez The Beyonders, hein. Donc, ils attaquent le C-level et les CEO sur des missions de stratégie et ils essayent d'amener ce changement de réflexion et sur les outils. J'avais vu un proto-prometteur. Alors oui, voilà. Oh, je pense qu'on a fait le tour de la question sur les business models. Donc, Ouais. Laurent, Et merci. dernière remarque, Raph, avant, c'est que quand on veut manger un éléphant, on commence par l'oreille. Et donc, il faut toujours manger un petit bout et pas essayer d'avaler tout d'un coup. Oui, tout à fait. Le chemin des 1000 pas commence par le premier pas. Alors, oui, un truc dont on a que peu parlé, parce que ce n'était pas le thème d'aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est super intéressant. Euh, Laurent est le concepteur d'un modèle qui s'appelle le Marketing Canva. Évidemment, le nom vous fait penser sans doute au business model Canva qu'on voyait en début d'émission et qui parlait. C'est normal, c'est une inspiration directe. Mais je vais te laisser parler de ton processus, Laurent, parce que c'est vrai qu'il est assez génial et qu'on n'a pas parlé et que c'est vraiment rigolo. Donc voilà. Donc le marketing Alors, Canva, ok, donc, qu'est-ce que c'est? Ça sert à quoi? Ça se passe comment? Moi, je vais aller. écoute, alors, donc, le marketing Canva, c'est basé sur, à la base, j'ai dû enseigner la stratégie marketing et j'étais confronté à des outils pédagogiques qui, moi, me marquaient pas beaucoup et j'arrivais pas à me connecter avec la réalité du métier que j'avais vécu pendant les 20 dernières années précédentes. Et donc, je me suis lancé dans une idée, comme un bon ingénieur, d'essayer de créer un système qui fonctionne. Donc, là, j'aime bien mettre les choses dans un système. Hop. Et donc, Voilà, comme ça, j'ai parce que créé. j'affiche le site en même temps, hein, Laurent. Donc tu... Ouais, ouais. Donc, c'est bien le marketing Canva.
Euh, et le marketing Canva, si tu descends un peu, Ouais, Raph, attends deux pour essayer secondes de parce trouver que le template. l'écran est quand même méga grand et donc il faut que je le Écran, ouais, voilà. retaille un tout petit peu. Désolé. Voilà. Hop, Voilà. voilà. Tac. Voilà. Et 100, encore un Knochenbeach. Voilà. Tac. Alors, descends un voilà. peu, voilà, un peu plus Voilà. bas, Ici, on a voilà, ouais, l'image. voilà, Et donc. Ah, non, c'est pas l'image. ça. Ouais, tu as cliqué sur les cartes, tu as Ah oui, cliqué voilà. sur Voilà. voilà, l'image. Voilà. L'idée est de se dire, est-ce que je peux construire ma stratégie commerciale en une page, comme on l'a vu sur la partie stratégie d'entreprise. Et donc, je me suis mis à créer le marketing Canva. Et le marketing Canva, c'est une méthode qui fonctionne en 5 étapes. La première étape, c'est de définir l'endroit où vous jouez. Donc, c'est le marché dans lequel vous allez jouer. C'est considéré, c'est le contexte. Il y a 3 éléments pour définir, les marchés, les concurrences et les tendances. OK. La deuxième étape du marketing Canvas, c'est qu'une fois que vous savez où vous jouez, c'est de définir votre objectif. Parce qu'une stratégie commerciale, quand on veut grandir par 10%, c'est pas la même stratégie commerciale quand on veut grandir par 50%. Il y a des choses qui diffèrent. Et puis, une fois qu'on a défini son objectif financier, on va voir à quel point on est bien positionné aujourd'hui pour atteindre cet objectif financier, oui ou non. Et c'est là on retrouve ces 6 groupes d'éléments et sur chaque élément, il y a 4 dimensions, ce qui fait 24, 6 fois 4, le client, la marque, la proposition de valeur, le journey, la conversation, les métriques, qui sont des éléments très marketing. Et on fait un exercice de dire sur chaque dimension, est-ce que cette dimension m'aide ou ne m'aide pas à atteindre mon objectif? C'est très simple. Si ça m'aide, c'est ce que j'appelle un accélérateur. Si ça ne m'aide pas, c'est ce que j'appelle un frein ou un break. Et une fois qu'on a fait cet exercice, on va se retrouver avec 24 freins ou accélérateurs qui vont nous permettre de se dire, maintenant que je sais où j'ai mes pain points, où ça fait mal et où c'est bien, est-ce que je peux avoir une réflexion, une idéation en se disant, mais qu'est-ce que je peux changer? Comment je peux faire que mes freins soient un peu moins freins ou que mes accélérateurs soient un peu plus accélérateurs? Et on va sortir une liste d'actions. Et ça a pour objectif finalement de connecter des actions par rapport à son objectif financier, ce qui est assez important. Et quand on voit, on a fait un jeu de Voilà, cartes dans c'est ça lequel que on a j'essaie de illustré montrer chaque en fond. des Mais, cartes. Ouais, ah ouais, mais ça c'est une attends, vidéo ouais, où tu parles. Je cherchais, ouais. j'essaie de trouver Les un. cartes. Non, tu vas pas parce que je mets pas Voilà. beaucoup les Mais cartes sur le donc site. ici voilà, Voilà ici, ici on voilà. voit les cartes. Voilà, Arg. Et donc, voilà, elles et vont donc il y arriver a là. tout un jeu de cartes en fait qui permet Ouais, alors c'est pas voilà. réellement un jeu Chaque de carte société, est. il n'y a pas de dés, il n'y a pas de victoire et de défaite, mais Non, c'est non. gamifié. Chaque carte est self-explanatory et ça permet d'avoir ces discussions en équipe autour d'une table en se disant, tiens, mais qu'est-ce que tu penses de la marque? Est-ce que tu penses que la marque va nous aider ou pas? Et donc, ça permet d'avoir de la co-création. Et déjà, rien que la discussion, hein, quand on est 3 dans une entreprise ou dans un groupe ou dans un porteur de projet et qui discutent sur la marque, on n'a peut-être pas déjà la même vision de la marque. Donc déjà, ça réunifie les gens par rapport à la discussion. Et puis, ça permet de faire un diagnostic et puis de faire une décision. Et si tu vas dans la page marketing Canva, Alors, pardon. La page marketing Canva, voilà, celle-là. Ah voilà, non, ici, voilà, ouais. Discover de marketing Canva, c'est ça. Ah Ah, non, c'est bon, c'est bien. celle-là. Tout en bas, tu veux Tout descendre, en descendre, 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 bas. descendre. Voilà, stop, voilà, voilà. Et tu vois, remonte, hein, voilà, on a pour chaque élément du marketing Canva, j'ai essayé d'écrire une page. Si on prend par exemple, descend un peu, descend si tu veux, descend encore, descend, on va prendre le premier, job to be done par Ah voilà. exemple. Voilà, job to be Hop. done. Voilà, qui est le premier. Si tu descends, j'ai essayé d'écrire chaque fois, c'est quoi l'introduction, c'est quoi le job to be done. Puis après, j'ai essayé d'expliquer finalement un peu la théorie derrière. Si tu descends encore quelques fondamentaux, Et comme qu'est-ce donc que ça veut dire l'idée sur le c'est de produit. proposer aux gens de pouvoir le faire tout seul en fait. Tout est là pour Ouais, qu'ils voilà. puissent Alors le tout faire. étant en open source, donc vous pouvez. Il y a la seule chose que je vends aujourd'hui, c'est les cartes. D'accord. Voilà, donc je vends les jeux de cartes. Et le reste, j'ai tout mis en open source et je continue à l'améliorer. Et ça, j'ai utilisé finalement, j'utilise depuis 3 ans en grande, petite entreprise et chez les étudiants. Et le feedback est
toujours positif, avec plein de feedback. On est en train de fine-tune, on améliore un peu les bits and bytes, mais c'est un outil assez rapide pour, quand on a une problématique commerciale, de se mettre autour de la table pendant 2 à 3 heures et de se dire, tiens, mais sur quoi on peut travailler? Et ça débloque pas mal de choses, ou en tout cas, ça cristallise les vrais problèmes. Donc, on a eu le cas cet après-midi quand je l'ai fait, où on a tout de suite mis en avant les vrais problèmes de la boîte en se disant, bah oui, votre marque, il va falloir créer une nouvelle marque parce que la marque ne va jamais fonctionner avec les clients que vous essayez d'avoir, etc. Donc, très, très vite, on arrive à cristalliser les choses. Et ça, c'est l'idée pour moi d'avoir un espèce d'outil pour que monsieur et madame tout le monde, monsieur et madame Michu, puissent avoir une réflexion stratégique marketing sans avoir fait un doctorat Dans le en sujet. marketing. Voilà. Écoute, super. Voilà, Tanguy, j'espère que ça t'a, et aux autres aussi, hein, mais comme la question venait de Tanguy, voilà. Mais donc j'espère que ça t'a éclairé sur le sujet. Moi, j'ai participé à quelques ateliers. C'est vraiment fun, en fait. Donc voilà, alors ça reste dans une logique marketing, puisque c'est le marketing Canva, mais c'est vraiment très gai. Et c'est vrai que moi je l'ai vu avec des étudiants et des grosses boîtes. Ça fonctionne avec les deux bouts du spectre, quoi. On discute. Alors le but c'est un modèle, c'est une simplification. Donc c'est pas une table Excel avec des chiffres méga précis où on calcule au moindre sens. Par contre, ça permet en trois mouvements de plier une vue globale et d'avoir des vraies discussions et au final de délivrer bien plus de valeur que un Excel qui prend des semaines à être fait avant d'être obsolète et qui en fin de compte laisse le regard au niveau du guidon. Donc voilà. Alors, Laurent, merci beaucoup. La Merci Raph, semaine merci à tous. prochaine, on va, comment dirais-je, on va recevoir Damien Van Acter qui sera chez Mathéouche demain d'ailleurs. Donc, chez Mathéouche demain à 21h, on parlera monétisation des réseaux sociaux et notamment des chaînes Twitch, puisque Mathéouche a explosé le compteur la semaine passée avec 32 abonnements et clairement malgré ça 32 abonnements c'est un peu court pour s'acheter une Rolls. Donc on va parler monétisation avec Damien qui est dans la même problématique, c'est-à-dire comment est-ce qu'il monétise une partie de son activité, contenu et autres qui voilà. Donc cette semaine c'était la thématique. La semaine prochaine il sera chez moi mais pour parler signal bruit. Alors, il voulait éviter les sujets type conspiracy théorie et compagnie, mais clairement, est-ce qu'il est possible encore en 2020 de s'informer et d'avoir des discussions sur des sujets. Caméra, hein. euh, la semaine d'après, ce sera ma conférence au Proximus Lodge. Je pense que je serai de retour à 21h, sinon je devrais le faire un tout petit peu plus tard. Et à mon avis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se repasser la vidéo de la conférence et du débat et on va en discuter. Parce que je pourrais pas faire ça en direct, c'est trop tôt, mais voilà. Et puis la semaine d'après, je reçois Michel de Kemeter et on va parler Matrix, le film. Et on va parler de Matrix. Donc moi j'avais très fort envie de partir dans les archétypes et les autres trucs. Lui a envie de parler de Matrix comme d'un guide en 2020. Et donc on va faire quelque chose à ce niveau-là entre les trucs. Alors je vais raider, donc je vais vous envoyer quelque part. Où est-ce que je vais raider allez, on va chez Groovebox. Ah, ça devient une tradition. Alors, Groovebox, tchiki tchiki tchek, XJ, non, VJ, voilà. Et c'est parti, mon kiki. Merci à tous, à la semaine prochaine. On va surtout parler du fait que Damien propose à partir d'aujourd'hui une offre d'abonnement type Netflix pour soutenir son travail. Ah, voilà. C'est de ça qu'on va parler. Alors, dites bonjour à Groovebox, on va tous débarquer chez lui, on va foutre le dawa. Ciao tout le monde, merci d'avoir été là et je vous souhaite une bonne soirée. À la semaine prochaine. Merci Et à vous. clac, Merci. le raid est lancé. Alors, voilà, c'est fait. Nickel. Eh ben écoute Laurent, merci beaucoup. C'était fort Je peux venir ou sympathique. pas? Oui, tu peux venir. Alors je coupe le live. Voilà, mais ils sont déjà